Donc la vidéo précédente se termine sur cette notion. On peut se demander maintenant quels critères permettent de définir une espèce, ce qui nous amène au grand 2, l'espèce, recherche d'une définition, rappel d'une notion que je vous ai déjà rappelée dans le chapitre précédent. La biodiversité, c'est à la fois la diversité, et bien dans cette diversité, il y a la diversité des espèces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce ? Eh bien ici, si on essaie de croiser une tortue et un chien, on n'arrivera à rien, on n'aura pas un torchien. Donc on en déduit que ce sont des espèces différentes, et ça s'est passé, référence au C'est pas sorcier depuis longtemps, Cuvier, etc. Avec des différences morphologiques, on voit bien que ces deux individus appartiennent à des espèces différentes. Il n'y a pas besoin de faire des études très poussées pour cela. Et donc, ces espèces sont différentes puisqu'elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Il n'y a pas de ressemblance morphologique qui leur permette de se reproduire. Mais plus discret, on a des espèces qui sont capables de se reproduire entre elles, par exemple un âne et un zèbre, donnant un individu qui possède des caractéristiques de l'un et de l'autre, bien évidemment, mais qui est stérile. Et donc, ça c'est une limite aussi au terme d'espèce. On n'a pas formé une nouvelle espèce, puisque cette espèce ne va pas avoir de continuité dans le temps. Et donc, des espèces sont dites différentes si elles peuvent se reproduire entre elles, mais donnent une descendance stérile. Ici, on a fait une expérience avec des drosophiles dans votre livre. On a croisé un mâle d'une population Cuchla, et avec une Drosophila cuchla également, et on obtient des descendants des deux sexes, et tous fertiles. Par contre, si on croise ce même mâle avec une femelle, on va dire classique, de la Drosophila melanogaster qu'on utilise en laboratoire, même si les différences morphologiques sont loin d'être évidentes, eh bien on obtient uniquement des femelles et elles sont toutes stériles. Si on inverse le croisement, c'est-à-dire qu'on remplace le mâle par la femelle, on obtient cette fois seulement quelques mâles et tous sont également stériles, donc des espèces différentes. Ce qui nous amène à une première définition du terme espèce que vous trouvez sur mon site, l'ensemble des organismes susceptibles de se reproduire entre eux et d'avoir des descendants interféconds. Donc ce critère d'interfécondité est important. D'où la notion 77, la diversité du vivant est en partie décrite comme une diversité d'espèces. Ça, c'est la reprise d'une partie de la notion de seconde. La définition de l'espèce est délicate et peut reposer sur des critères variés qui permettent d'apprécier le caractère plus ou moins distinct de deux populations. Alors, ces critères peuvent être phénotypiques, comme la morphologie dont on parlait tout à l'heure pour notre torchien, là, et ou l'interfécondité, c'est bien mieux, ou d'autres critères, mais ça ne reste qu'une définition qui, on va le voir, a été ensuite remise en cause. Notamment, donc les limites en grand B de cette définition par les végétaux qui, on l'a vu, sont capables de s'hybrider, donc deux espèces différentes peuvent donner une troisième espèce qui est à son tour fertile, bien qu'elle n'appartienne ni à l'espèce 1 ni à l'espèce 2, mais à une nouvelle espèce. Alors de la même manière, des croisements assez improbables existent entre le jaguar, le léopard, la lionne, le tigre, etc. Vous avez des noms assez fantastiques ici. Ce qui nous amène à une nouvelle définition de l'espèce qui est plus récente et plus vraie aujourd'hui. C'est un ensemble d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. Rappelez-vous du gros lard dont on a parlé en seconde, qui est un croisement entre un ours blanc et un ours brun. On reconnaît le côté ours brun à sa face un petit peu sombre et surtout à son museau plus proéminent. Enfin, les espèces et l'isolement génétique. Alors on a ici un petit insecte. Les trois populations dont on parle ici sont strictement identiques morphologiquement, mais elles émettent des sons différents qui les amènent à n'avoir aucune reproduction entre elles. Donc ces trois populations sont des espèces différentes
alors qu'elles sont morphologiquement strictement identiques, et donc il n'y a pas de barrière morphologique ou phénotypique à leur différence. C'est simplement le fait qu'elles se sont isolées génétiquement, qu'elles ont acquis des caractères génétiques nouveaux qui les font être différentes. Le concept d'espèce s'est modifié donc au cours de l'histoire de la biologie, et notamment des outils que l'on a pour les tester, et notamment la génétique. Une espèce peut être considérée comme une population d'individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. Une population d'individus identifiés comme constituant une espèce n'est définie que durant un laps de temps fini. Ce qui nous amène en grand 3 aux modifications du nombre d'espèces, avec tout d'abord l'apparition d'espèces, c'est-à-dire la spéciation, et tout d'abord la spéciation en fonction de l'habitat. Nous avons ici deux poissons, Amphilophus citrinellus, parce qu'il est un peu jaunâtre comme un citron, et Amphilophus zooliosus, qui est, vous le voyez, presque identique, un petit peu plus allongé, un petit peu moins large, mais qui est fort ressemblant. Si on compare leur régime alimentaire, on voit qu'ils diffèrent, et notamment que celui-ci va manger du zooplancton alors que l'autre mange des algues. Et si on s'intéresse dans le texte, on vous dit que ces deux populations ne s'hybrident jamais. On en déduit donc que s'ils ne s'hybrident pas, ce sont deux espèces. Il y a donc eu spéciation. Initialement, on avait ce poisson-là, et cette nouvelle espèce est née à partir de cette première, a évolué à partir de cette première. Et donc le processus de spéciation, définition de mon site, très simple. Le citrinellus, là, celui-ci, a certaines de ses dents qui ressemblent à des molaires, c'est-à-dire des dents qui peuvent broyer, et qui nous font comprendre qu'il peut manger des algues alors que l'autre poisson ne le mange pas. Et on nous dit dans le texte que ces algues, elles sont côtières. Et donc, par contre, je me suis trompée ici, c'est pas citrinellus, mais zooliosus, qui a des dents pointues. Et ces dents pointues vont lui permettre au contraire de s'alimenter de zooplancton, et ce zooplancton se trouve au large. C'est donc le milieu qui a fait la différence, le milieu de vie, c'est-à-dire l'habitat, qui a fait la différence entre ces deux poissons. Des poissons qui par hasard avaient une différence et possédaient des dents différentes, ont pu avoir un régime alimentaire différent sur l'habitat qui leur était proposé, soit au large, soit sur la côte. Le dernier document de cette même page 62 nous montre que les deux populations sont très proches génétiquement parlant, puisque la divergence est récente à partir d'un ancêtre commun qui est représenté par ce carré jaune. Et on peut donc en déduire qu'il y a eu une seule phase de colonisation du lac par l'ancêtre commun de ces deux espèces. Maintenant, la spéciation et les séparations de populations. On a ici l'exemple de sauterelles qui ont dû migrer lors des dernières grandes glaciations qui ont recouvert le nord de l'Europe. Et donc, ces sauterelles ont été reléguées dans les forêts du sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce, et donc ont pu constituer de nouvelles espèces étant séparées par ce qu'on appelle des barrières géographiques. Toutefois, on constate que lorsque les glaciations ont été terminées, les criquets ont repris, les sauterelles ont repris leur mouvement, et certaines d'entre elles, malgré les barrières géographiques constituées par les chaînes de montagne, ont pu, on nous dit, s'hybrider à nouveau, ce qui veut dire qu'on n'a pas
de réelles populations, de réelles espèces nouvelles qui s'étaient formées, puisqu'on a à nouveau une interfécondité qui se met en place. Donc on est à la limite avec le paragraphe suivant. On peut noter la fin de la notion 79, une espèce supplémentaire est définie si un nouvel ensemble s'individualise. Ici, on a de nouveaux ensembles qui s'individualisent, mais par la suite, ces ensembles vont disparaître puisqu'ils vont pouvoir reproduire. Alors, ici, bien sûr, pas à connaître, mais quelques exemples de barrières reproductives qui peuvent avoir lieu, soit des barrières avant la copulation, parce qu'ils n'habitent pas ensemble, parce qu'ils n'ont pas le même comportement, etc. Des barrières post-copulatoires, un isolement comportemental ou d'autres barrières. Enfin, la disparition d'espèces. On vous parle dans le texte de votre livre du dodo. Le dodo, c'est un animal qui est éteint depuis je pensais que c'était écrit ici, ça ne l'est pas. Vous allez le retrouver dans votre livre. Si mes souvenirs sont bons, c'est la fin du 19e siècle. Ici, un crapaud qui a disparu en 1987, donc assez récemment. Un léopard en 1990. Dans votre livre, à nouveau, différents mammifères qui ont disparu quasiment tous à la fin du Drias, qui est une période où il y a eu un refroidissement brutal. Ici, un bouquetin disparu des Pyrénées en 2000. Cet oiseau a un pic à bec d'ivoire disparu à la fin du 19e siècle. Et puis, tout récemment, une petite souris, un petit rongeur, disparu l'année dernière. Un bruant à dos noirâtre, un autre oiseau en 1987. Ce rhinocéros, enfin, j'ai pris les exemples les plus récents parfois, que vous pouvez trouver sur le net. Et donc le début de la notion 79, on dit qu'une espèce disparaît si l'ensemble des individus concernés disparaît, c'est le cas des exemples que je vous ai donnés ici, ou cesse d'être isolé génétiquement. Là, ça peut nous faire penser à nos sauterelles du premier exemple. En schéma bilan, c'est ceci qui est proposé dans votre livre. Alors, qui ne me plaît pas trop, une fois de plus. Moi, je considère qu'ici, il y a deux schémas. Le premier que nous avons fait au début du chapitre, avec les pressions de sélection, la dérive génétique. Et le deuxième, dont je vous propose une autre représentation qui me paraît plus intéressante, notamment parce que le temps est pris du bas vers le haut. C'est comme ça que l'on représente le temps en géologie, le présent ici, ce qui est le plus ancien, vers le bas, et trois phases de création d'espèces, une ici, avec un isolement reproducteur génétique qui se fait entre deux espèces, un deuxième ici qui se fait entre ces deux espèces-là, et enfin une dernière spéciation ici entre les espèces 1 et 2. On a aussi une espèce qui disparaît, une extinction, qui est représentée là. Et voilà qui termine ce chapitre 16. Merci pour votre attention.